Bonjour, je suis Marie-France Cafarcy et je voulais vous parler déjà dans un premier temps de mon parcours. Alors tout d'abord, j'ai été AMP auprès d'adultes polyhandicapés, quelques années après un diplôme d'éducateur spécialisé et enfin une certification de chef de service, toujours aux côtés d'adultes polyhandicapés. Alors, en écho à tout ce qu'on entend, effectivement, on se demande qu'est-ce qui se passe dans le secteur. Il évolue et en même temps, on a envie de dire qu'on sent comme une régression. Il y a quelques années, il était plutôt question de favoriser les établissements, l'intérieur des établissements. Et maintenant, effectivement, ce mot inclusion est très à la mode. Et on se dit comment inclure quand les établissements vont mal, quand on a du manque d'effectifs, quand aussi on peut parler des formations où moi personnellement, je me dis qu'il manque quelque chose dans les formations, en tous les cas, formation d'AES. Alors, moi j'ai toujours envie de dire que je suis une ancienne AMP, et je n'ai pas envie de dire AES. J'ai choisi d'être chef de service de proximité et l'association Envoludia, jusqu'à maintenant, me permet de le faire parce qu'il y a tout ce côté administratif pour les cadres qui nous prennent beaucoup de temps, qui déstabilisent un petit peu le rapport qu'on peut avoir et avec les personnes et avec les équipes. Et donc, moi, je fais ce choix d'être vraiment à proximité et des personnes, et particulièrement des équipes, parce que je pense qu'il est important de... nous, on n'a que des professionnels formés, AS, AES, éducateurs, moniteurs, éducateurs, mais il faut qu'on revoie cette formation, et donc, sur le terrain, il est nécessaire d'être à côté pour reformer, revoir, redire, resensibiliser et insister sur la difficulté de ces adultes polyhandicapés que l'on reçoit, mais aussi les facilités qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que les professionnels qui arrivent actuellement sont vite dépassés par ces personnes et aussi peuvent les enfermer dans ce corps déjà, où ils le sont, et leur donne peu de moyens pour les ouvrir. Et je pense que les anciens, ceux qui sont là depuis un moment, qui militent dans le polyhandicap, on est là pour transmettre et qu'il y a un grand, grand devoir de transmission à faire valoir pour intéresser et pour dire que la personne polyhandicapée est autre que ce qu'elle paraît. L'association Envoludia a décidé de marteler sur cette formation, donc elle propose de la formation en interne. C'est-à-dire que chacun des nouveaux arrivants vont avoir une formation de 2 jours où on va réinsister sur la personne polyhandicapée, comment elle mange, comment elle peut communiquer ou pas, ou avec quels moyens, et va mettre beaucoup de possibilités à travailler sur cette formation, pensant qu'on peut y arriver avec par cette formule de formation. On va beaucoup insister dessus. Et c'est aussi un moyen pour prendre compte de l'adulte polyhandicapé individuellement et peut-être cesser de toujours vouloir faire des groupes, regrouper. Pour aller acheter une paire de chaussettes, il faut qu'ils soient 3. Pour aller faire leurs petites courses, il faut qu'ils soient 5, parce que c'est la sortie et il faut profiter de la sortie. Donc, on essaye de révolutionner tout ça et on va venir individualiser. Pour ça, effectivement, il faut des moyens et il faut se donner les moyens. Les écoles de formation aussi ont du boulot. Quand j'étais en formation d'éducateur, un intervenant m'a dit « Mais qu'est-ce que tu trouves à travailler avec ces baveux ?» C'était il y a quelques années, je vous l'accorde.
Bon. Mais quand on voit les jeunes arriver, on se pose toujours la question parce qu'on les voit toujours en questionnement face à ce public, toujours en interrogation face à ce public. Et donc, c'est vraiment une volonté, je le répète, je le martèle, de la formation. Je voulais parler aussi de la notion de choix. J'ai fait le choix de travailler auprès de ces personnes durant des années. Il me reste encore quelques années, je serai les passer là. Et j'ai l'impression que mes collègues n'ont plus, les jeunes collègues, n'ont plus cette notion de choix ou n'en parlent que peu et c'est notre intérêt de les inviter à savoir s'ils font ce métier par choix. Et il y a quelqu'un qui a dit « c'est pas là qu'on gagne le plus d'argent », je confirme. Mais certainement un petit peu par vocation, par envie, par curiosité. L'association Voludia propose maintenant des intervenants experts en bucco, experts en motricité. Et ces personnes se déplacent sur les différents établissements pour justement apprendre, obliger à mieux connaître la personne polyhandicapée et donnent des pistes de travail assez intéressantes. Dans les projets innovateurs, je vais souligner la paire et danse. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Actuellement, il y a à l'échelon national, il y a un projet par Julia Boivin qui consiste à créer des binômes entre professionnels et personnes polyhandicapées qui, eux, vont devenir, eux, à leur tour, formateurs. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans les écoles de formation et venir dire, expliquer comment ils voudraient qu'on s'occupe d'eux, comment ils voudraient qu'on leur parle, comment ils voudraient qu'on les réveille, comment ils voudraient qu'on prenne soin d'eux, avec leurs mots, avec leurs possibilités de communication, accompagnés de professionnels. Ce qui est de belles ouvertures pour permettre toujours l'évolution dans ces milieux de polyhandicap. Je voulais vous parler d'une autre expérience où je suis chef de service sur aussi une petite unité, une externalisation. À un moment donné, l'association Voludia s'est questionnée sur l'hébergement, sur l'accueil de ces adultes polyhandicapés. Et je vous disais en préambule, ouais, pour aller faire leurs courses, quelquefois, il faut qu'ils soient à 3, 4, à 5. Et on s'est dit, on a réfléchi à une autre forme d'accueil pour ces personnes polyhandicapées. Et il y avait une possibilité dans une ville de l'Essonne, dans un bâtiment lambda, d'accueillir 9 personnes polyhandicapées, dans 9 studios individuels, avec une équipe éducative et de soins autour d'elles. Là, on créait un véritable chez-soi pour ces personnes, avec, c'est bête et tout simple, une boîte à lettres à leur nom. C'était à eux de construire avec les professionnels leur chez-soi, de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient dans ce chez-soi. Et c'est vrai qu'à chaque parcours, on était bien étonnés de la demande. Donc en majorité, voilà, c'était la cafetière, la machine à café. Et ça, nous, on ne s'attendait pas du tout à ce que tous, ils veulent un micro-ondes et une machine à café chez eux. Et c'est ça qui faisait foi, c'est ça qui leur rappelait un véritable chez-soi. Et avec toute une équipe, on a travaillé. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment cette équipe s'est trouvée autour d'eux. C'est-à-dire qu'on est parti d'une maison mère, d'un établissement pour adultes, avec plusieurs unités, plusieurs étages, enfin tout ce qu'on connaît. Et on a fait un appel d'offres pour les professionnels qui allaient rejoindre cette unité en extérieur. Et c'est pareil, ils ont fait une lettre de motivation pour dire qu'est-ce qu'ils pourraient apporter de plus, comment ils pourraient travailler. Ce qui était intéressant aussi, c'est de voir cette construction petit à petit et de construire avec les personnes. Et effectivement, ça fait la différence parce que dès les premiers pas, alors nous, on avait craint pour pas mal de choses pour ces personnes polyhandicapées, qu'ils aient peur de cet espace de 30 mètres carrés qui leur est dédié pour eux.
qui s'y fasse pas, que les portes ouvertes, les portes fermées allaient les faire craindre, leur faire peur. Que le personnel, une petite équipe comme ça, soit tout seul sur un site. On avait peur de l'isolement, on avait peur de pas mal de choses. Et tous ces adultes sont venus nous prendre à contre-pied, et c'est-à-dire que très très vite, ils se sont très très vite habitués à cette forme d'habitat inclusif au milieu de la cité, donc avec de véritables voisins au-dessus d'eux, à côté d'eux. Et ils ont fait tout le job en fait. Ils ont créé de véritables contacts avec les voisins. On a développé l'extérieur, c'est-à-dire l'orthophoniste qui se trouve au bout de la rue, si peu. Je dis ça, on n'en trouve pas si facilement que ça, des orthophonistes. Je suis en train de faire un appel d'offres. Le kiné, au bout de la rue, ou pas très loin. Et petit à petit, on s'est rendu compte que quelques-uns nous disaient « Mais puisque c'est au bout de la rue, pourquoi je ne peux pas y aller tout seul ?» Vous imaginez des professionnels comme moi-même, travaillant depuis des années en institution, et là, une personne polyhandicapée me dit qu'il peut aller tout seul chez le kiné. Donc il a fallu faire un travail aussi avec toute l'équipe, un travail de partage, de confiance, et puis surtout d'ouverture pour se dire que on va laisser la porte ouverte à ces personnes et on va leur donner la possibilité de faire. Alors, on a parlé aussi tout au long du colloque de l'individualité et dans un groupe de travailler. Alors, les personnes avec qui on travaille, ils ont tous des potentiels totalement différents, un mode de communication totalement différent. Et pour cette équipe, il a fallu composer avec toutes ces personnes et mettre en place individuellement, personne par personne. Et on a vu émerger des demandes totalement différentes qu'on n'aurait jamais soupçonnées chez ces personnes atteintes de polyhandicap. Jusqu'à ce jour, on est toujours surpris de ce qu'ils peuvent nous demander, nous proposer. On a utilisé le sport comme moyen aussi de valorisation. Ça n'a pas été simple de venir les inscrire à des compétitions sportives, de faire toutes les démarches, d'être avec eux, d'appuyer sur leur potentiel, leurs possibilités, quelquefois juste leur regard. Mais tout ce travail a mené à ce qu'on a une équipe handi-voile qui est partie dernièrement faire la compétition handi-voile du monde en Italie l'année dernière. Donc pour des personnes atteintes de polyhandicap, je vous assure que ce n'est pas rien. Pour l'équipe qui pousse derrière, c'est énorme. Et c'est un moyen aussi qu'on a de donner, de dire qu'il y a possibilité, si on change ce regard, si on arrive à porter ce regard nouveau sur ces personnes, si on enferme un petit peu moins. Mais l'idée, ce serait aussi qu'on nous donne les moyens de travailler et qu'on ne soit pas seulement dans des effectifs, des quotas, parce que c'est la réalité aussi sur le terrain, c'est de s'entendre dire, alors c'est là que les directeurs d'établissement et directrices d'établissement vont hurler, quand on commence à nous dire, oui, un professionnel pour 4 personnes, je voudrais qu'on nous dise qu'est-ce que ça veut dire. Quand ces personnes ont besoin de déployer du potentiel, ont besoin de dire, ont besoin d'exister, ont besoin de faire partie de la société. Je voudrais aussi parler de la notion de temps. Dans les établissements, on est toujours pris par un certain temps. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour descendre le linge, il y a un temps pour tout en fait. Et qui n'est pas le même temps pour ces personnes atteintes de polyhandicap. Et je trouve qu'on est hors temps avec eux, ou du moins on n'est pas dans leur temps. Il serait question de leur laisser justement cette marge de temps pour qu'ils puissent dire et faire, et que nous autres, on soit moins bousculés par toutes ces contraintes, ces freins de l'institution. Donc oui pour les institutions, oui pour les établissements, mais est-ce qu'on ne peut pas vérifier, revérifier nos histoires de planning, roulement du matin, roulement d'après-midi, et entre eux, qu'est-ce qui se passe, comment on fait,
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir, de revérifier tout ça, de manière à permettre à ces personnes de vraiment exister et de commencer l'inclusion dans les établissements avant de vouloir absolument aller à l'extérieur? Et j'en finirai là. Merci.